Et un sujet que je trouve extrêmement important et intéressant à traiter, et surtout qui va permettre aussi de remettre un petit peu en perspective parfois ce qui peut nous arriver ici en Occident. Vous connaissez tous, vous connaissez tous l'État islamique, hein. C'est le groupuscule qui a fait des attentats en Belgique, en France, en Allemagne, enfin bon bref, dans plusieurs pays européens. Et figurez-vous que maintenant, ça fait quand même un petit moment qu'on a eu, je vais dire, plutôt des remous hein, de ça, donc des personnes qui, indépendamment, commencent à partir, mais pas plus de gros attentats spectaculaires comme on a pu en avoir, je vais plutôt le dire comme ça, mais des petites vaguelettes finalement. Et ce n'est malheureusement pas le cas partout. Et vous allez voir, on va parler de l'Irak, de l'Afghanistan, et que finalement, pourquoi est-ce que l'État islamique, ce ne sont pas les musulmans? Eh bien c'est très simple, c'est parce que l'État islamique s'attaque aussi aux musulmans. On va voir ça tout de suite. L'État islamique frappe en Irak et en Afghanistan, pardon, pourquoi cibler le jour de l'Aïd? Bagdad a renoué lundi soir avec l'horreur des attentats. En cette veille de l'Aïd al-Adha, ou fête du sacrifice, la plus importante des fêtes musulmanes, les familles se pressaient pour faire leurs courses sur le marché populaire d'Al-Wuhaylat à Sadr City, je suis désolé si je le dis mal, hein. Immense banlieue chiite de la ville. Un kamikaze a alors fait détonner sa ceinture d'explosifs, semant la panique et le chaos sur le marché et tuant une trentaine de personnes, en majorité des femmes et des enfants. Le nombre de victimes s'établit à au moins 36 morts et une soixantaine de blessés. Est-ce qu'on pourrait comparer l'Aïd finalement à un peu la fête de Noël finalement? C'est un peu ça. Je sais pas s'il y a des musulmans qui regardent, mais si vous pouvez, si je me trompe, n'hésitez pas à le préciser, hein, bien sûr. Donc 30 morts, attendez, en tuant une trentaine, oui 36 morts et une soixantaine de blessés. C'est pas rien, hein. Quelques heures après, le groupe terroriste État islamique a revendiqué l'attentat dans un message publié sur son canal Telegram. Il s'agit du deuxième attentat revendiqué par l'État islamique à Bagdad depuis le début de l'année. Le président irakien Bahram Saleh a dénoncé sur Twitter « Il cible nos civils à Sadr City à la veille de l'Aïd. Il n'accepte pas que les gens se réjouissent, même un instant », a-t-il condamné. Des Irakiens anonymes ont également exprimé leur douleur sur les réseaux sociaux. Chaque fête de l'Aïd est une tragédie à Bagdad. Il nous est impossible de célébrer comme le reste de l'humanité, écrivait ainsi l'un d'entre eux. Et moi, voilà, quand j'ai commencé à lire cet article, je me suis dit justement, il faut en parler, parce que si vraiment, hein, si vraiment l'État islamique ne faisait que protéger tous les musulmans, il ne commencerait pas à attaquer pour le plus grand plaisir juste comme ça, des gens qui vont fêter une fête musulmane, quoi. C'est un peu comme si des ultra-catholiques allaient, tuer des gens le soir de Noël, quoi. Ça choquerait, ça choquerait. Non, la veille de Noël. Des cibles essentiellement chiites dans le contexte irakien. L'État islamique est donc encore bien actif aujourd'hui en Irak, pas autant qu'à l'époque où il contrôlait de vastes portions du territoire irakien entre 2014 et 2017 jusqu'à sa défaite. Des cellules sont présentes dans le pays, notamment dans les zones montagneuses et désertiques, et revendiquent régulièrement des attaques. Dans le monde, de fait, une écrasante majorité des victimes de l'État islamique est sunnite. Mais dans le contexte irakien, les cibles sont essentiellement chiites, explique Didier Leroy, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense et à l'ULB. Ce dernier attentat a surtout frappé le quartier de Sadr City, qui est le fief de Moqtada al-Sadr. Al-Sadr, peut-être, je sais pas, l'un des leaders les plus influents de la communauté chiite en Irak. De fait, Moqtada al-Sadr est un religieux chiite très influent, une pièce maîtresse de l'échiquier politique, adulé par une solide base militante qui voit en lui le héros du nationalisme irakien. Et en fait, tout ça, j'entends parfois des gens justement qui trouvent ça un petit peu, je vais le dire avec des mots durs, mais c'est parce que je crois que c'est la réalité. Il y en a qui voient ça un peu comme une espèce de déchéance, comme une façon de penser un peu barbare, hein, le fait que, oh regardez, ils ont deux religions, ils sont de la même religion, mais de pensées différentes, donc du coup, vraiment, quelle bande de débiles. Mais en fait, moi je trouve que justement, c'est loin d'être débile.
Autant on pouvait le croire peut-être à un certain moment dans l'histoire de l'Occident où il se passait pas tellement de choses graves, mais dernièrement on voit bien que par exemple l'extrême droite, ils hésitent pas à tuer aveuglément, hein. Vous voyez bien que l'extrême droite, elle parle notamment de l'islamo-gauchisme là, et ça c'est dangereux. Et c'est exactement la même chose, hein, mais vraiment, hein. C'est quand on cherche à... et je voyais des gens justement parler, notamment dans la dernière vidéo, mais j'ai vu plusieurs personnes en parler. Je trouvais ça assez intéressant. Le fait de vouloir faire les pro-Covid et les anti-Covid, non, les pro-vax, pardon, et les anti-vax, eh bien, enfin voilà, c'est vraiment le fameux diviser pour mieux régner n'a jamais été autant vrai en fait, hein. Et ça marche partout, tout le temps, hein. On pourrait tous être musulmans, on aurait la même chose. On serait tous catholiques, on aurait la même chose. Et la preuve, l'histoire le montre très bien. Au Moyen-Âge, tout le monde était catholique, mais l'un voulait un peu plus de pouvoir, du coup, il se nommait empereur, il disait regardez, eux ce sont des faux catholiques. On avait peur que les croisés deviennent une armée, boum, tout à coup les croisés ne sont plus catholiques. Enfin, donc il faut pas croire, des différences on en trouvera toujours, et c'est juste qu'ici on est dans des pays plus stables et où c'est moins facile aussi, hein, on va le dire, de se procurer des armes, il y a moins d'endroits désertiques où se cacher, je pense, que dans ces pays-là, et évidemment ces pays sont extrêmement instables avec différentes factions qui n'ont toujours pas réussi à trouver de consensus pour se rassembler. Mais croire que c'est là-bas et que le principe de sunnite et chiite, c'est stupide. Alors je veux bien que humainement on se dise putain mais c'est con parce que tous ces gens en fait ils sont musulmans et puis on s'en bat les couilles en fait de savoir qu'il y en a un qui est plus de tel côté de la religion musulmane et d'autres plus de l'autre côté. Alors moi je suis entièrement d'accord avec vous. Mais on le fait ici aussi, et regardez à quel point justement on galère à rassembler dans nos pays. Pour le moment, il y a une vraie crise entre la droite et la gauche par exemple. Et à mon avis, de ce côté-là, sunnites, chiites et autres, voilà, je suis désolé, je peux pas en citer plus parce que j'en connais pas plus, mais enfin, je veux dire, c'est à peu près la même chose, hein. Il y en a qui sont un peu moins conservateurs, il y en a qui sont un peu plus conservateurs, certains un peu plus progressistes, d'autres, j'en sais rien, sont plus proches de la droite, d'autres plus proches de la gauche, du centre, enfin bon bref. Et en fait, derrière tout ça se cachent surtout des idéologies et des façons de penser, et donc c'est moins stupide que ça en a l'air. Donc c'est important de le retenir, quoi. L'Irak est un État multi-ethnique et multiconfessionnel, en proie à des divisions selon des ligues communautaristes, ajoute encore Didier Leroy. Les problèmes de gouvernance n'ont toujours pas répondu aux griefs de la plupart des populations irakiennes et plus spécifiquement des populations arabo-sunnites de l'ouest du pays, les plus paupérisées dans le contexte post-Saddam Hussein. Depuis la neutralisation de Saddam Hussein, le centre de gravité du pouvoir politique s'est déplacé à l'avantage des chiites, dans une logique de démocratisation, puisqu'il est le groupe numériquement le plus important. Néanmoins, les lois de pacification qui ont déplumé les communautés arabo-sunnites de tout privilège socio-économique et sociopolitique dont ils avaient bénéficié sous Saddam Hussein ont généré des griefs de plus en plus importants, jusqu'à se transformer en rage qui prend pour cible spécifique, dans le contexte récent, la communauté arabo-chiite. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au final, le conflit qui était politique, hein, de base, a amené un certain racisme dans ces communautés. Un racisme, mais comme nous, on peut en voir aussi, hein, je veux dire, comme l'extrême droite qui va taper des gens pour leurs opinions. Mais on peut parler aussi de l'extrême gauche, hein, et de certains groupes antifascistes qui se battent contre la violence avec la violence, enfin qui combattent la violence avec la violence. Enfin c'est des visions du monde. Et je voyais dans un commentaire il y a pas longtemps quelqu'un qui disait justement peut-être que quand on voit à quel point on n'est pas écouté, eh bien on en vient à se demander si c'est pas par la violence qu'on doit se faire entendre. Et c'est littéralement ce qui se passe dans ces pays-là en fait. C'est en fait ici finalement c'est la faute de qui cette situation? Mais c'est en fait la faute de tout le monde. C'est la faute de ceux qui étaient au pouvoir et qui ont préféré écraser leurs adversaires plutôt que de les écouter et d'essayer de trouver des compromis. C'est la faute des adversaires qui
plutôt que de se battre pacifiquement, peut-être, alors est-ce qu'ils en avaient la possibilité ou non, on verra, peut-être qu'ils vont en parler, mais effectivement, qui avaient la possibilité de se battre pacifiquement, ont décidé de se radicaliser et d'attaquer des populations qui n'ont parfois rien à voir, hein, parce que, je veux dire, par exemple, en Belgique, voilà, imaginons même, moi, je me revendique de gauche, c'est pas pour autant que je suis d'accord avec toutes les politiques de gauche, c'est pas pour autant que si tout à coup la gauche vient chez la droite et commence à buter des gens à droite, je vais être en mode « Mais oui, oui, je suis 100% partisan !» Non, bien sûr que non. Donc évidemment, là, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que finalement, c'est pour ça, moi, et c'est pour ça que je parle de cet article, c'est qu'il faut faire hyper gaffe avec les préjugés qu'on a, parce qu'en fait, l'être humain, il est comme ça. L'être humain est différent, et il sera toujours différent, par le fait qu'on a un mode de reproduction qui fait que chaque individu est différent. Et donc, forcément, il y aura toujours moyen de se différencier. Maintenant, il faut essayer de trouver tous ensemble comment faire pour pouvoir vivre ensemble et tirer parti en fait de ces différences, plutôt que d'écraser entre guillemets ceux qui se clament différents, je vais le dire comme ça. A noter que cet attentat survient quelques jours avant la prochaine visite aux États-Unis du Premier ministre Mustafa al-Kazimi, qui sera reçu par le président américain Joe Biden le 26 juillet. Une visite vilipendée par les Irakiens pro-Iran, l'Iran étant une puissance agissante en faveur des chiites en Irak et dans la région. Mustafa al-Kazimi doit composer avec ce camp majoritaire fort et les minorités kurdes et sunnites qui, elles, voient la présence américaine en Irak comme une protection. Quelques 3500 soldats étrangers sont toujours stationnés dans le pays, dont 2500 américains. Évidemment, le retrait américain est un gros débat hein, dans le pays. Un pays tellement divisé, finalement, hein, que le fait qu'ils restent avantage les uns, le fait qu'ils partent avantage les autres. Et donc forcément, ça lance un débat politique, car les extrêmes sont tellement, finalement, tellement, je vais le dire comme ça, mais fanatisés d'un côté ou de l'autre, ou tellement clivés en fait, que forcément ça peut terminer dans la violence si tu fais de mauvaises décisions. Mais alors je vous cache pas qu'en plus, vu qu'ici on a un président qui est soutenu par l'Amérique, ça fait encore plus jaser probablement ceux qui sont pro-Iran, et inversement, si ce serait un président pro-Iran, ça ferait jaser ceux qui sont plutôt pro-américains et pro-occidentaux. Donc c'est vraiment des situations extrêmement compliquées, et aussi il faut bien justement avoir conscience que derrière cette situation, il y a aussi une influence, l'influence dont je parlais aussi dans d'autres vidéos, mais cette fameuse influence occidentale, l'influence des États-Unis pour plus de démocratie contre l'influence iranienne qui s'estime plus démocratique et plus libre, alors qu'en réalité, il me semble, alors j'ai peur de dire des conneries, je vais pas continuer ma phrase, mais il me semble que, il me semble que c'est en tout cas plus complexe, mais on verra. Je sais pas s'ils vont en parler dans l'article, mais je crois pas, puisque c'est pas sur l'Iran. Pourquoi avoir choisi la date de l'Aïd pour frapper Bagdad? Je ne pense pas que l'idéologie d'un islam radical soit la composante dominante ici, analyse Didier Leroy. L'État islamique défend sa cause en se présentant comme le pourfendeur des valeurs de l'islam. Mais c'est un piège lexical. Il défend les musulmans qui ont prêté allégeance à sa définition de l'islam tel que lui définit comme l'islam véritable. Ce piège lexical trouve son pendant du côté chrétien avec le Ku Klux Klan, qui mobilise la croix des chrétiens comme un symbole et qui va être l'émanation d'un certain christianisme, mais qui pourtant ne parlera pas à tous les chrétiens. C'est hyper intéressant en vrai comme parallèle, donc comme quoi tout groupe en fait a ses extrêmes, et il faut faire très attention parce que même justement, ce sont des extrêmes qui considèrent même que ceux qui ne sont pas dans leur groupe, même s'ils sont de la même religion, par exemple, eh bien, ce sont pas de vrais catholiques ou de vrais musulmans, quoi. Et donc, bah, du coup, en fait, qui sont les vrais musulmans? Ce sont certainement pas eux. Je veux dire, l'État islamique ne sont certainement pas les vrais musulmans, et le Ku Klux Klan, non plus. Cependant, l'État islamique a profité en cette veille de l'Aïd de l'affluence que les festivités allaient générer. Envoyer un kamikaze pendant que les familles allaient faire leurs courses
donnait la certitude de faire un maximum de victimes. C'est l'essence même du terrorisme, une guerre asymétrique puisque les acteurs sont en position de faiblesse. Mais au-delà de l'effroi lié aux morts et aux blessés, cette guerre consiste à frapper les esprits et à polariser davantage le tissu sociétal irakien. Et évidemment, c'est d'avoir une influence politique alors que tu es minoritaire, voire même ultra minoritaire, et que habituellement tu te ferais pas entendre en fait. L'État islamique, s'ils étaient pacifistes, ils ne se feraient pas entendre parce qu'ils sont une poignée dans les montagnes, quoi. Cette attaque, commise la veille d'une date symbolique comme l'Aïd ou pendant le mois du Ramadan, entre dans le registre du djihad, explique de son côté Wassim Nasser, journaliste à France 24, spécialiste des mouvements terroristes. Auteur du livre État islamique, le fait accompli, ce sont des jours saints où le combat doit être exacerbé, et commettre un acte en cette période au nom du djihad sur les sentiers d'Allah est encore plus récompensé. Lorsque l'État islamique occupait encore la Syrie pendant la fête de l'Aïd, on se souvient qu'il avait filmé l'égorgement de plusieurs rebelles syriens tête en bas dans un abattoir comme du bétail au nom du sacrifice de Al-Adha. Donc, comme d'habitude, il y a toujours une bonne raison. De toute façon, quand tu fais des fanatiques, en fait, il y a toujours une bonne raison pour être cruel. Toujours. Vous savez, c'est un peu, finalement... c'est un peu comme faire la fête, il y a toujours une bonne raison de faire la fête. Il y a toujours une bonne raison pour tuer quelqu'un, quoi. Bon. En Afghanistan, on assiste à une surenchère criminelle entre talibans et État islamique. L'EI a également revendiqué le tir aujourd'hui de 3 roquettes qui ont atterri près du palais présidentiel à Kaboul, où de nombreux responsables étaient réunis autour du président Ashraf Ghani, là aussi à l'occasion de l'Aïd el-Adha. Au moins 2 roquettes ont survolé la zone verte ultra fortifiée qui abrite également plusieurs ambassades, dont la mission de l'ONU. Seules 2 des 3 roquettes ont explosé sans faire de victimes. On assiste à une surenchère criminelle entre l'État islamique et les talibans dans une lutte de pouvoir, explique Nicolas Gosset, chercheur à l'Institut Royal Supérieur de Défense. Alors que les talibans progressent dans le pays dans leur offensive, qu'ils sont en position de force, l'État islamique veut montrer qu'il a lui aussi des capacités à agir au plus proche du pouvoir au moment du discours présidentiel lors de cette fête de l'Aïd. Oh là là, purée, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Cette attaque est un acte politique contre les talibans qui affirment que l'État islamique n'abandonnera pas le combat, explique de son côté Wassim Nasser. Mais aussi l'État islamique considère les membres du gouvernement afghan comme des apostats pires que des mécréants. Privés du soutien américain, dont le retrait des forces militaires du pays sera total le 31 août, les forces afghanes n'ont opposé qu'une faible résistance face aux offensives des talibans et ne contrôlent plus que, pour l'essentiel, que les capitales provinciales et les axes majeurs. Les discussions entre gouvernement et insurgés ce week-end à Doha ont été stériles. Les 2 délégations se sont séparées dimanche en indiquant simplement s'être accordées sur le besoin de trouver une solution juste et de se rencontrer à nouveau la semaine prochaine. Alors ça c'est le côté positif, c'est qu'au moins ils discutent. Maintenant, vous imaginez une société aussi polarisée, trouver des accords, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai envie de mettre un gros attention en fait là-dedans, dans tout ça. C'est que, en fait, il faut toujours faire attention aux groupes qui se disent de quelque chose, en fait. Que ce soit les groupes qui se disent de gauche, les groupes qui se disent de droite, les groupes qui se disent religieux, les groupes... En fait, il faut vraiment faire super gaffe parce que c'est pas parce qu'on dit qu'on est quelque chose que forcément on l'est. Si je commence à tuer des gens dans la rue et à les égorger, et qu'après je dis que je fais ça pour la gauche, ça veut pas dire que forcément je le fais vraiment pour la gauche. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même chose comme les extrémistes de droite qui vont flinguer comme ça dans des foules. C'est pas la droite, soyons clairs. Ce n'est pas la droite, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle des débats. Ce n'est pas le genre de société, je pense, le dire sans me tromper, que l'humanité recherche en fait. Donc, il faut surtout pas faire de raccourcis. Et c'est pour ça que je comprends dans un sens quand on avait parlé d'Usul, ça fait maintenant longtemps, même si y a, je pense, du second degré dans son tous des fachos, et qu'il y a en même temps aussi... c'est du second degré, mais d'un autre côté, parfois on se demande si il en pense pas moins, etc. Eh bien, je comprends qu'il y en ait qui soient blessés en fait par ça et qui se disent mais putain, qu'est-ce qu'il est con, Usul par exemple quand il dit ça. Et c'est vrai que moi je partage pas cette vision de pouvoir par exemple de traiter les gens d'un tel ou d'un tel. Pour moi ça règle rien. Au contraire justement ça les met dans une catégorie à laquelle ils vont peut-être même se raccrocher en se disant bah voilà merde les gens disent que je suis ça, bah alors du coup je m'y raccroche quoi. Et pour moi c'est pire que bien. Donc bref, tout ça pour dire, faites gaffe quand même aux stéréotypes
et aux groupuscules qui se disent d'un stéréotype ou de l'autre, hein, euh, c'est pas celui qui dit qui est, quoi. Vous voyez? Différence entre talibans et État islamique. Les racines du groupe terroriste État islamique remontent au début des années 2000 pendant la guerre en Irak, après l'intervention américaine qui a fait chuter le régime de Saddam Hussein. En 2014, le groupe terroriste État islamique avait autoproclamé un proto-État implanté sur la zone irako-syrienne, ravagée par la guerre civile opposant Bachar al-Assad et des dizaines de factions armées aux objectifs divers. Les talibans, comme le groupe terroriste État islamique, sont des fondamentalistes qui veulent appliquer la charia. Cependant, les talibans ont une approche nationaliste, on s'en souvient dans les années 90, et ils ont semé la terreur dans le pays, tandis que l'État islamiste a des ambitions internationales. Le groupe terroriste utilise des outils de propagande islamiste, notamment numériques, pour attirer des milliers de sympathisants en vue de commettre des attentats, également contre le monde occidental. Donc, les talibans, ils sont pro-Irak, hein, c'est un peu finalement l'extrême droite irakienne, qui désire juste une Irak conservatrice et fondamentaliste religieuse. Donc, je vais pas vous mentir, hein, je trouve ça assez triste comme vision du monde, mais voilà, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Il faut quand même composer avec et trouver des accords, parce que pour moi la guerre n'amène que justement ça extrémise les gens, et le fait, même si c'est pas à son avantage de trouver des compromis, ça peut permettre quand même du coup d'avancer, et surtout dans la discussion de ces populations qui sont directement en fait connectées par exemple ici avec les talibans et qui sont d'accord avec les talibans, et ben ça pourrait effectivement leur permettre un peu de se remettre peut-être en question. Alors que l'État islamique, eux, c'est carrément nouvel ordre mondial, quoi. C'est, on veut contrôler le monde, on veut que le monde devienne complètement d'extrême droite, en fait. Hein. C'est... voilà, parce que... Mais dans l'extrême droite idéologique, hein, pas forcément économique, ça j'en sais rien. Je sais même pas si, honnêtement, hein, sachant que l'État islamique réussit à se financer grâce à des soutiens étrangers et grâce à la revente d'objets archéologiques volés ou en volant les populations locales, je ne pense pas qu'ils aient une quelconque pensée économique, ni même une structure économique intelligente. Bref, tout ça fait que l'État islamique, ce sont juste des tarés, alors que les talibans sont plutôt des groupuscules extrémistes. Plutôt le dire comme ça. Hein. Voilà, voilà. Bref, je trouvais ça intéressant. Ce sont des informations qui sont quand même importantes à rappeler. Surtout quand on est aussi clivé parfois politiquement, et surtout quand on est aujourd'hui, en ces temps un petit peu... la religion est parfois un sujet un petit peu délicat. Donc, ça vaut la peine de montrer qu'il n'y a pas que les Occidentaux qui sont victimes de l'État islamique, il y a aussi les musulmans. Hein. Les musulmans, mais pas assez musulmans pour l'État islamique, hein, qui considère que finalement, bah, si t'es pas dans le club, hein, t'es contre le club. Voilà. Hein. Bref, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à donner votre opinion en commentaire, et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.